Tout d'abord, merci pour l'invitation. En fait, c'est la 3e fois au moins que je viens dans le coin. Donc effectivement, tu as rappelé 2015 et plus récemment 2021. Bon, c'était resté assez confidentiel en 2021, mais bon, peu importe. Enfin, de toute façon, à l'époque, on était encore avec le pass sanitaire pour prendre le train, etc. Donc, et tout le monde était un peu tétanisé. Voilà. Donc, voilà. Donc, je propose depuis des années, effectivement, des conférences sur le thème de la communication. Parce que c'est central, c'est-à-dire qu'en fait, bon, si vous êtes là, c'est que vous êtes animé par un besoin de diffuser des idées. Le militantisme associatif, ça consiste à diffuser des idées. Ensuite, mais la question se pose de la meilleure façon de diffuser ces idées. Donc il y a des questions d'ergonomie cognitive qui doivent se poser. Donc c'est un grand mot, mais bon, tout le monde a entendu parler d'ergonomie. C'est pas la peine de redonner une définition. En fait, c'est comment adapter un outil à son utilisateur pour faciliter l'utilisation de l'outil. Il faut considérer aussi que les idées peuvent faire l'objet d'une ergonomie pour adapter votre transmission d'idées, adapter votre discours à l'esprit que vous voulez cibler. Ce sont des questions effectivement qui rejoignent aussi la mémétique. Vous avez peut-être entendu parler de ça. En fait, c'est la théorie de la contagiosité des idées. Donc, l'inventeur de la mémétique propose le terme de mème. Un mème, c'est une unité d'information, c'est en fait ce qu'on appelle communément une idée. C'est une unité d'information, une unité de sens, mais ça peut être aussi un slogan, ça peut être une vision d'ensemble. La question que se pose la mémétique, c'est comment diffuser, comment travailler en fait sur la virologie des idées, la virologie des mèmes, pour assurer le succès de ce que j'ai à transmettre, pour assurer le succès de mon programme politique ou de mon système métapolitique, puisque il faut tout de suite faire une distinction, parce qu'il y a vraiment 2 régimes de communication des idées. Il y a 2 régimes mémétiques, mais bon, je vais plutôt utiliser un mot plus courant, c'est-à-dire la communication. Et ces 2 régimes sont la politique et la métapolitique. Alors, je fais les 2 en parallèle depuis un certain nombre d'années, sachant que il faut toujours rappeler que à l'origine, Égalité et Réconciliation a été créé pour articuler les 2. C'est-à-dire le but à la base, à l'origine en 2007, c'était en fait de faire du rabattage électoral pour le Front National, au moyen d'une association qui devait aller chercher 2 types de populations le plus loin possible, c'est-à-dire en fait en gros la gauche et les musulmans, pour en fait les remettre sur le droit chemin, entre guillemets, sur le droit chemin politique. L'objectif originel d'Alain Soral, c'était d'articuler donc l'associatif, donc le métapolitique, avec la politique de terrain. Cet objectif a été un peu, je dirais, abandonné avec les années, mais bon, fondamentalement, c'était ça le point de départ. Et c'est ce qu'il faut faire, mais il ne faut pas se tromper. Il y a en fait un risque de confusion des genres entre les 2 régimes de communication. Donc, comme je vous disais, je fais les 2 en parallèle, puisque j'ai participé à des campagnes électorales pour le Front National, puis le Rassemblement National après le changement de nom, et aussi pour les Patriotes, donc le parti de Florent Philippot. Donc j'ai une petite expérience de ces questions-là. Et puis, une expérience, comme vous le voyez aujourd'hui, une expérience de la métapolitique, c'est-à-dire du militantisme associatif. Et voilà, là, c'est pour vous exposer d'où je parle. Donc, je parle depuis une expérience qui commence en 2007,
puisque j'étais adhérent en 2007 à EER. Et j'ai commencé à m'engager en politique de terrain, là pour le coup, au Front National en 2012. Et sinon, j'ai un parcours aussi dans le syndicalisme, donc c'est aussi en fait un peu à l'articulation de la métapolitique et de la politique. Pendant quelques années, enfin pendant 5 ans à peu près, enfin entre 2005 et 2010. Voilà, donc ça c'est pour vous récapituler de quelle est mon expérience, quelle est ma légitimité pour parler de ces questions-là. Le fait de pratiquer la politique et la métapolitique en parallèle, en fait, ça permet de voir que ce sont deux régimes de communication qui ne communiquent pas, en réalité. Ils peuvent être articulés, comme on va articuler un objet avec un autre objet, c'est le principe d'une articulation, ça consiste à créer un lien entre deux objets hétérogènes. Mais ça ne communique pas fondamentalement. C'est-à-dire que la métapolitique consiste à chercher la vérité, enfin du moins, ou à soutenir la vérité, ce que l'on pense être la vérité, et puis donc à la partager, en fait, déjà premièrement avec les amis, enfin avec les militants sympathisants, etc. Et puis ensuite à la diffuser au-delà du cercle restreint des gens qui sont déjà convaincus. Parce que, bon, au bout d'un moment, moi, c'est en 2015 que j'ai proposé ces ateliers de communication à ER, parce que j'en avais un peu assez de ne parler qu'à des gens qui étaient déjà convaincus. Et j'ai ressenti la nécessité vitale, en quelque sorte, d'essayer de lancer une approche, de lancer en fait une initiative de communication en extérieur. Pour essayer de travailler sur le plan théorique et pratique. Mais bon, sur le plan pratique, bon, c'est connu. En fait, on colle des affiches, etc. On fait un peu de réseaux sociaux. Mais il faut travailler aussi au niveau conceptuel et au niveau pratique, en fait, mais au niveau pratique réfléchi. C'est-à-dire essayer de réfléchir sur les bonnes pratiques, pour ne pas voir son compte Twitter enfermé trop rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est ça le risque, en fait. Donc il faut donc appliquer des stratagèmes. Donc il faut faire de l'ingénierie sociale. Donc essayer de passer sous le radar pour ne pas se faire repérer trop vite. Et ça, là, on est dans la politique, fondamentalement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un mélange de politique et de métapolitique. Mais bon, moi, ce que j'ai compris, c'est que la métapolitique, fondamentalement, ça consiste à diffuser, à chercher la vérité et à la diffuser, du moins ce que l'on pense être la vérité, alors que la politique, pas du tout. Ça consiste pas à dire la vérité, ça consiste même pas à dire ce que l'on pense. C'est un autre régime de communication. En quoi consiste la politique, fondamentalement? Ça consiste à définir un discours qui sera audible par le plus grand nombre. Ça consiste, en fait, la politique, à créer du lien social. Et donc, le lien social n'est jamais acquis d'avance, parce que, tout simplement, il y a toujours une certaine diversité des communautés humaines. Alors, en France, aujourd'hui, bon, cette diversité est vraiment extrême. Il y a mais bon, imaginons que nous vivons, par exemple, dans une tribu amazonienne de 300 personnes. Bon, là, il y a une grande homogénéité, une grande uniformité sur le plan ethnique et sur le plan culturel. Tout le monde parle la même langue, fondamentalement. Et quand je dis parler la même langue, c'est aussi au niveau culturel. Enfin, c'est pas simplement la langue maternelle, c'est aussi tout le monde a le même code éthique, tout le monde a la même religion, tout le monde, en fait, même a la même gueule, en réalité. Parce que, bon, plus il y a d'homogénéité ethnique, plus il y a d'endogamie, en quelque sorte, ce qui peut devenir un problème aussi. Donc, plus les gens se ressemblent physiquement. Et tout ça, bon, ça facilite évidemment la communication à l'intérieur du groupe. Donc cette communication à l'intérieur du groupe peut être fragmentée, divisée, avec la diversité ethnico-culturelle, c'est-à-dire la diversité, aujourd'hui on appelle ça aussi identitaire.
Et là, ça devient compliqué. Dans une société de masse comme la nôtre, environ entre 60 et 70 millions d'habitants, enfin de nationaux, bon, à l'intérieur de cette masse, il y a déjà une grande diversité sur le plan identitaire, donc il y a déjà une fragmentation, un morcellement. Qui aboutit donc à plonger les gens qui font de la politique dans des contorsions rhétoriques permanentes. Parce que, en fait, rien ne va de soi. Quand vous parlez, par exemple, à une tribu préhistorique de 30 personnes, si vous êtes, par exemple, je sais pas, le chef de la tribu, si vous êtes l'homme médecine, enfin, si vous êtes le chaman, etc., ou si vous parlez à 30 personnes que vous connaissez depuis toujours, avec la même expérience, bon, c'est une tribu, ou une tribu élargie à 300 personnes avec là plusieurs familles. En réalité, c'est beaucoup plus facile, et ça va de soi, intuitivement, vous le comprenez, c'est beaucoup plus facile de trouver les mots qui vont toucher les gens que quand vous parlez à plusieurs dizaines de millions d'individus, de tous horizons, quasiment, de toutes origines, avec des repères identitaires, ethnico-culturels complètement éclatés. Et ça, c'est le tour de force auquel doivent se prêter les politiciens. Aujourd'hui, dans une société de masse industrielle, avec des médias très développés, comme on a effectivement en France, aux États-Unis, en Occident, et en fait partout en réalité. Parce que, bon, des petites sociétés tribales comme ça, de quelques dizaines ou de quelques centaines de personnes, aujourd'hui il y en a encore, évidemment, mais en fait, bon, c'est pas un modèle à prendre, parce que tout simplement, elles n'ont aucune souveraineté sur leur destin. Je veux dire, elles sont encore tolérées par le gouvernement central au Brésil, par exemple, si c'est en Amazonie ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il y a encore comme ça des isolats ethniques qui sont tolérés par, finalement, la mondialisation. Mais bon, ils sont sur un siège éjectable et je pense qu'il ne leur reste pas beaucoup de temps à vivre. C'est comme des os humains, en fait, que l'ONU ou je ne sais pas quoi va protéger, en fait, au nom du droit des peuples autochtones. Mais bon, est-ce que nous voulons ça en tant que Français ? Je vous rappelle, on est censé être la 5e puissance mondiale. Bon, on ne peut pas développer des schémas de raisonnement politique de type tribal, de type préhistorique, en fait, c'est-à-dire de type survivaliste, en quelque sorte. Il faut adapter le survivalisme à l'ère industrielle, à l'ère atomique et à l'ère postmoderne, avec effectivement donc un hyper développement des médias et de toutes les questions afférentes, c'est-à-dire effectivement les stratagèmes, etc. Sachant que bon, la notion de stratagème, c'est-à-dire de ruse dans la société, de ruse en politique, existe depuis quasiment toujours. C'est-à-dire qu'effectivement, elle se pose moins dans des petites unités tribales, parce qu'en fait, tout le monde est d'accord, quasiment. Donc il n'y a pas besoin de fabriquer le consentement des autres à mon projet. Globalement, il y a un consensus qui est facile à construire. En revanche, bon, la notion de stratagème arrive très rapidement dans l'histoire de l'humanité. Déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ, elle apparaît à peu près au même moment en Occident, c'est-à-dire chez les Grecs, Platon, etc., enfin, les philosophes grecs, et puis à peu près au même moment en Chine, c'est Sun Tzu, tout le monde connaît l'art de la guerre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les sociétés, la société athénienne, les villes, les cités-États grecques, Athènes et Sparte, ou les villes, en Chine, les agglomérations urbaines chinoises comptaient déjà plusieurs milliers de personnes. Il y avait déjà, en fait, déjà la question de la négociation qui se posait. C'est-à-dire la construction du consensus, qui ne va pas de soi, qui ne va pas forcément de soi. Moins on est nombreux, plus c'est facile, plus la démocratie est directe. Et plus on est nombreux, et même si on entretient une homogénéité identitaire, à un moment de toute façon, la question des intérêts divergents va se poser. Et donc, dans ce cadre qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit, c'est-à-dire que nous ne sommes plus une société primaire, une société primitive. Nous sommes une société industrielle de masse et en plus affectée par le mondialisme, donc la fragmentation identitaire.
Donc, en fait, hein, la question qui se pose en métapolitique, c'est-à-dire dire, hein, proclamer ce que l'on pense être la vérité, proclamer la vérité pour aller vite, hein, ça, c'est très noble, mais ça, c'est de la métapolitique. Mais ça ne marche pas, ensuite, si on veut commencer à se poser la question de prendre le pouvoir, hein, en réalité, donc d'influencer autrui dans un contexte politique, que je répète, hein, de masse, hein, industrielle, etc. Et là, il va falloir trouver d'autres manières de communiquer qui ne peuvent plus se contenter de cultiver la sincérité, l'authenticité, la spontanéité. Tout ça, c'est valable dans le champ métapolitique. Avec vous, je suis sincère, authentique, spontané, et je vous proclame ce que je pense être la vérité. Voilà. Et c'est possible, parce que là, on est 40. Voilà. Bon, et même si on faisait, enfin, bon, au mois d'août, là, on est un peu plus nombreux, donc on est 300, 350, je sais pas, mais bon, malgré tout, ça reste une petite unité, et puis bon, de toute façon, on est tous d'accord, en fait, hein, voilà. Donc, mais c'est aussi, moi, ce qui me fatigue, c'est qu'on est tous d'accord, donc à quoi ça sert de parler encore, enfin, vous voyez, donc je peux faire part de mon expertise en communication, parce que j'ai un petit parcours universitaire, donc sur les, oui, je récapitule ça rapidement, juste une parenthèse, donc j'ai commencé mon parcours, on pourrait dire, intellectuel, avec des études de philosophie. Bon, ce qui m'intéressait assez rapidement, c'était la question du langage, hein, parce que en réalité c'est central, puisque le point de départ de la philosophie, c'est quoi? Ce sont des joutes verbales. Hein, alors après, bon, il y a les présocratiques, hein, Parménide, Héraclite, mais fondamentalement, le vrai point de départ de la philosophie, ce sont les dialogues de Platon, où il met en scène Socrate contre les sophistes. Et ce sont des joutes verbales. C'est ça le point de départ de la philosophie. Et donc, c'est l'un des points de départ de la civilisation occidentale. Hein, la pensée platonicienne est vraiment fondatrice. Hein, enfin, l'œuvre de Platon. Ensuite, bon, Aristote rajoute une couche avec sa rhétorique, hein, mais il n'abandonne pas le sujet, hein, des joutes verbales ou des joutes oratoires. Les Romains aussi, bon, enfin la Rome antique, hein, évidemment, a beaucoup travaillé là-dessus, notamment sur la question du droit. Ils ont eu des grandes écoles de juristes, donc d'orateurs, hein, encore une fois. Donc c'est quelque chose qui est absolument central pour une civilisation, hein, c'est le rapport de force dans le langage, hein, que Platon met en scène, hein, quand il oppose Socrate et les sophistes. Et donc, là, si je reprends, alors ensuite, après la philo, donc je me suis orienté sur les questions, quand j'étais étudiant en philo, ce qui m'intéressait le plus, c'était l'épistémologie, c'est-à-dire la philosophie des sciences, et puis tout ce qui était philosophie du langage. Donc, après, je me suis plongé dans la philosophie analytique, hein, Wittgenstein, l'école de Vienne avec Carnap, et puis après, je me suis dit, bon, je ne ferai pas carrière en philo parce que, bon, j'ai essayé de passer le CAPES une fois, c'était une catastrophe. Donc, bon, je vais aller directement sur la communication. Donc, j'ai fait un DEA de communication. Et puis après, je vais encore refait un diplôme en sciences du langage, enfin, en linguistique, quoi, appliqué pour enseigner le français comme langue étrangère aux adultes, en fait. Donc, pour enseigner le français, non pas aux enfants dans les écoles, mais au public FLE, hein, français langue étrangère. Donc, aux adolescents, aux adultes étrangers, en fait, qui apprennent le français. Voilà, donc ça, c'est mon parcours. Donc, en fait, le langage, c'est un peu ma spécialité. Et puis, donc, toutes les questions, effectivement, de communication. Donc, je ferme la parenthèse et je reviens donc à ce que je disais. Oui, voilà, donc, le point de départ... en fait, c'est absolument central. Enfin, c'est-à-dire que la question, tant que nous ne serons pas entièrement remplacés par des robots, hein, en fait, la question du langage va se poser. Et la question des rapports de force dans le langage, hein, puisque tout part de là, enfin en politique, hein, c'est-à-dire il s'agit donc non pas en métapolitique et en politique, puisque la métapolitique consiste à faire du prosélytisme, hein, c'est-à-dire à essayer de diffuser le plus largement possible notre vérité. Et donc là, bon, effectivement, on peut cultiver ces qualités sous un certain angle, que sont l'authenticité, la sincérité, la spontanéité. En revanche, en politique, on est tout de suite dans le rapport de force.
C'est-à-dire qu'en fait, mon but, c'est de convaincre. Donc je dois m'adapter à un auditoire, c'est-à-dire une cible, en fait, qui est soit indifférente, dans le meilleur des cas, soit carrément opposée. Et donc là, je ne peux plus me contenter d'être sincère, authentique et spontané. Ça, c'est terminé, là. Sinon, tout simplement, je suis inaudible. Donc là, il faut effectivement commencer à faire de l'ingénierie sociale, dont la définition par Kevin Mitnick, donc pirate informatique, qui est un des fondateurs de l'ingénierie sociale dans sa version piratage, justement, du facteur humain, dans sa version du piratage psychologique. Qu'est-ce que c'est? L'ingénierie sociale, c'est l'usurpation d'identité et l'abus de confiance. Alors, bon, c'est un peu effrayant dit comme ça, mais en réalité, bon, ça donne, je dirais, une orientation générale. On n'est pas obligé, évidemment, en fait, d'en rester là quand on fait de la politique. Mais il faut savoir qu'il va falloir sortir de notre posture, de notre entre-soi, donc de cette posture de militants, tous convaincus, tous d'accord, puisqu'il va falloir effectivement aller chercher les autres, l'autre, le plus loin possible. Et pour, en plus, un projet qui est noble, qui consiste à créer du lien social. Créer du lien social dans une masse hétérogène. Donc il y a cette question de l'autre, c'est-à-dire cette question de l'altérité et de l'articulation dialectique des contradictions. C'est ça la politique. Le militantisme, en fait, c'est quelque part, c'est un peu comme dans les sectes. Enfin, on est tous d'accord, et voilà, et puis on est en quelque sorte tous ensemble contre le reste du monde. Et donc, on s'articule au reste du monde. Mais la question du lien social en interne ne se pose pas, puisque a priori, enfin, elle peut se poser si des dissensions, si des schismes apparaissent, notamment à la faveur d'une épidémie de bleuite, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez cet épisode-là de la guerre d'Algérie, quand les services de renseignement français, pour dissoudre, en fait, pour diviser le FLN, ont commencé à lancer la rumeur qu'il y avait des agents infiltrés au service des Français au FLN. Donc des Algériens qui auraient constitué une 5e colonne, donc une opposition contrôlée au sein du FLN. Alors qu'en fait, il n'y en avait pas. Et que le FLN, enfin que les militants, les soldats du FLN, étaient tous soudés, tous, sur la même ligne, et il n'y avait pas d'espions infiltrés. Mais les services de renseignement français ont réussi à faire croire aux Algériens du FLN que les Français avaient des espions infiltrés à leur service. Et ça a suffi pour faire exploser le FLN. C'est-à-dire que la représentation de quelque chose n'a pas besoin d'être réelle, n'a pas besoin d'être indexée sur du réel pour produire un effet de contamination purement psychologique. D'ailleurs, là, ça permet de comprendre en fait le poids de la psychologie dans nos sociétés. Nous avons un pied dans le réel et un pied dans la représentation du réel. Et ça, c'est notre condition humaine. C'est la même dialectique qu'entre la carte et le territoire. On a un pied dans le territoire, mais aussi on a un pied dans la carte. Et on est obligé de fonctionner avec les deux, c'est-à-dire le réel et sa représentation. Et il est possible de produire des effets dans le réel depuis la représentation du réel. On appelle ça aussi, par exemple, des prophéties autoréalisatrices. C'est un concept, en fait, qui est bien connu et qui désigne ces mécanismes qui produisent des effets dans le réel depuis une représentation du réel. En fait, c'est de la magie. Je veux dire, concrètement, c'est vraiment ça. C'est-à-dire depuis la parole, puisque la représentation du réel est essentiellement structurée par de la parole, depuis la parole, je produis des effets sur le monde concret, sur le monde réel, sur le monde matériel. C'est ça la magie. Je dis abracadabra, boum, et je fais apparaître quelque chose. En fait, nous faisons de la magie à chaque instant, à chaque seconde quasiment, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir dans la pièce de Molière.
Nous sommes des magiciens, nous faisons de la magie à chaque seconde en parlant, hein, puisque en parlant, nous essayons de provoquer des effets dans le réel. Et nous en provoquons, puisque en parlant, je provoque des effets dans votre sensibilité, qui ensuite auront un impact dans le réel. Vous voyez, donc cette articulation, on passe du réel à sa représentation en permanence. Bref, bon, alors ça, ce que je viens de dire là, en fait, ça vaut en politique comme en métapolitique. Par contre, il faut vraiment comprendre que la politique donc n'obéit pas aux mêmes lois que la métapolitique, hein, et ça, j'ai vraiment envie de vous enfoncer ça dans le crâne, parce que c'est fatigant au bout d'un moment, en fait, de voir en fait des gens qui confondent les deux. Et pourquoi? Bon, parfois c'est simplement parce qu'en fait ils n'ont pas l'expérience des deux. Ils ont l'expérience de la métapolitique, mais pas de la politique. Et ils ne comprennent pas, effectivement, que les politiciens sur les plateaux de télévision soient finalement aussi mauvais du point de vue métapolitique. Mais en fait, ils ne sont pas mauvais du tout. Ils sont très bons en politique. C'est-à-dire que leur but, c'est absolument pas de dire la vérité, et c'est même pas de dire ce qu'ils pensent. C'est en fait de créer du lien social, c'est-à-dire en fait de définir un discours adapté à la majorité. Et ça, c'est quelque chose, ce principe-là en fait, qui est le cœur de l'activité politique, définir un discours adapté à la majorité, c'est universel. Et ça, c'est de tout temps. Encore une fois, mettez-vous dans les conditions d'une tribu préhistorique. De toute façon, même si vous n'êtes que 30 dans une caverne, et que vous êtes le chef de la tribu, de toute façon, vous devez emporter l'adhésion de votre tribu. Donc, il va falloir que vous travailliez sur un consensus qui sera adopté par au moins 16 personnes dans votre tribu, si vous êtes 30. Sinon, vous serez contesté en tant que chef de la tribu, et vous risquez de perdre votre poste. Et donc, là, ce que je dis là, c'est une structure universelle de la vie en société. Ce n'est pas spécifique au système républicain, démocratique, représentatif, etc. Ça marche comme ça depuis toujours, et y compris dans les monarchies, y compris dans les systèmes, comment dire, non démocratiques, au sens moderne du terme, qui en réalité sont tout aussi démocratiques. C'est-à-dire que de toute façon, en fait, un despote ou un roi, enfin je veux dire un monarque, de toute façon, s'il n'a plus l'adhésion de la majorité de sa population, il est délégitimé. Il s'expose en fait à un renversement, un putsch d'une manière ou d'une autre. Il y en a toujours eu. Et quand en fait le roi était malgré tout, enfin quand le monarque, quand le chef est resté en place, de toute façon, il pouvait y avoir des phénomènes de schisme latent en fait, qui se mettaient en place avec des mécanismes de contre-influence qui ont toujours existé. Donc ces mécanismes en fait, qui doivent veiller à construire le consensus, c'est-à-dire à définir un discours que la majorité acceptera, c'est absolument universel. Mais ce n'est pas de la métapolitique. La métapolitique peut se permettre de définir un discours qui ne sera pas adapté à la majorité, mais qui creusera en fait la question de la vérité. La vérité n'est pas forcément adaptée à la majorité. Donc c'est un peu la différence entre, finalement, on pourrait dire, je vais faire un peu une métaphore, mais entre comment dire, la science appliquée et la recherche fondamentale et la recherche appliquée. La métapolitique fait de la recherche fondamentale, mais à un moment, si on veut que ce soit diffusé dans la société, il va falloir se poser la question de la recherche appliquée, et là, en fait, il faut trouver des stratagèmes, ou du moins des stratégies. Peut-être pas des stratagèmes, en tout cas pas dans un premier temps. Et quand je dis des stratégies, c'est-à-dire, en fait, on ne peut plus s'adresser à autrui spontanément. C'est-à-dire qu'on s'adresse à autrui avec une idée derrière la tête. C'est ça une stratégie. C'est un plan, en fait. Donc, et la politique consiste à s'adresser à autrui, mais y compris en interne, avec une idée derrière la tête. Cette idée consiste pas forcément à manipuler les gens, mais en tout cas à produire un discours que tout le monde acceptera. Au moins 51% du groupe.
Donc vous voyez que les principes de la démocratie représentative, enfin du système électoral, en réalité, en fait, sont de toute façon universels. Aucune société ne peut durer sans qu'il y ait un consensus. Enfin, je veux dire, intuitivement, vous le comprenez. Une société, même je veux dire, une société tribale de 300 personnes, de toute façon, a besoin d'un consensus minimum. C'est-à-dire qu'il y ait au moins 51% de ce groupe humain qui soit d'accord pour collaborer, pour travailler, pour que les individus convergent. Hein, c'est l'idée de... Toujours, en fait, c'est la géométrie. Hein. L'ingénierie sociale, à ce niveau-là, c'est une modélisation géométrique du lien social. Et vous pouvez construire et déconstruire le lien social, donc le construire en créant du consensus, donc de la convergence, mais vous pouvez le déconstruire aussi, donc en lançant des épidémies de bleuite, des épidémies d'accusations mutuelles d'opposition contrôlée. Si vous arrivez à lancer ça, c'est à faire monter la méfiance au sein du groupe. Le groupe se disloque tout seul. Après, quelque part, c'est autonome, en fait. Au bout d'un moment, il aussi... Il faut jouer avec ce biais psychologique qui est assez courant, surtout chez les Français. C'est le besoin de se dire qu'on est plus malin que les autres. Et en fait, accuser, voire de l'opposition contrôlée, partout, ça permet de satisfaire ce petit plaisir narcissique qui consiste à dire mais moi je suis plus malin que les autres et je vois là dans le groupe, là dans l'assistance, où est l'agent des RG là, en fait il y en a un là, voilà. Non mais voilà, et en fait mais comment dire, ce phénomène radicalisé, ça aboutira en fait à tout simplement en fait ça peut aboutir en fait à à ne plus voir que des agents des RG partout quoi. Et ça c'est le mécanisme de la paranoïa, mais vraiment au sens psychiatrique du terme. Quand on est convaincu d'être encerclé en fait par des agents d'influence qui nous manipulent, etc. Donc bon, et ça c'était précisément l'objectif des renseignements français quand ils ont lancé leur opération psychologique de la bleuite au sein du FLN. Tout le monde a commencé en fait à se percevoir mutuellement comme en fait un agent ennemi. Alors qu'en fait, non, il n'y en avait pas. Enfin, vous voyez, mais c'est absolument fascinant. Moi, je suis bloqué là-dessus depuis des dizaines d'années maintenant, parce que c'était mon thème de recherche, pour mon mémoire de philo, mon mémoire de maîtrise, c'était les relations entre le réel et l'imaginaire, et comment l'imaginaire peut façonner le réel. Mais depuis rien, en fait, depuis du vent. C'est juste du virtuel. Comment ensuite, bon, je me suis plongé aussi dans l'œuvre de Baudrillard, et puis qui a beaucoup travaillé sur cette articulation du réel et du virtuel. Mais en fait, bon, c'est de la psychologie, banale en réalité. Mais en fait, quand on met le doigt dans l'engrenage et qu'on étudie cette question, c'est aussi un thème de l'œuvre de Philippe K. Dick, l'écrivain de science-fiction, qui est entièrement structuré autour de ce rapport entre l'indistinction du réel et de l'imaginaire, l'indistinction du réel et du virtuel. Parce que de fait, dans la mesure où les deux communiquent, d'une certaine manière, il y a en fait un partage, on pourrait dire, d'essence, en quelque sorte, un partage ontologique. C'est-à-dire que le réel n'est jamais... on ne peut jamais expérimenter le réel à l'état pur. Comme on n'expérimente jamais non plus le virtuel à l'état pur. C'est toujours un mélange. Donc il faut savoir jouer avec ça, évidemment, c'est-à-dire devenir en fait un expert dans le virtuel, puisque ça consiste à devenir un expert avec le langage, avec les représentations. Ensuite, il y a deux manières, effectivement, donc de savoir manipuler, de savoir travailler justement sur le virtuel, c'est-à-dire sur les représentations, sur le langage, sur la parole. Donc il y a effectivement la manière politique et la manière métapolitique. Et donc là, maintenant, je vais aller vraiment directement sur l'ingénierie sociale, après avoir fait ce préambule qui a duré peut-être la moitié de l'exposé, mais qui est absolument nécessaire pour vraiment distinguer les deux domaines, que sont la métapolitique et la politique, et leur légitimité. C'est-à-dire qu'on rencontre souvent des gens qui vous disent « Oui, mais si la politique,
ça consiste finalement à ne plus pas être dans la sincérité, à ce moment-là, ça ne m'intéresse pas. Donc là, on voit des gens qui sont en phase de régression préoedipienne, en fait. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'assument pas d'être dans une société complexe. Ce sont des gens qui veulent rester collés à maman, hein, qui veulent rester justement qui sont finalement en pleine dérive sectaire, hein, qui cherchent le groupe fusionnel. Hein, le groupe fusionnel, c'est quoi? En fait, c'est un groupe dans lequel on croit qu'on est tous d'accord. Ça, toutes les sectes commencent comme ça. Hein, ça commence par fumer un joint en écoutant du Pink Floyd, et puis à 10 dans une chambre, hein, autour du feu, et puis ça peut se développer, ça peut devenir, effectivement, il peut y avoir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes qui croient, hein, qu'elles sont toutes d'accord. Et puis quand on se rend compte qu'en fait pas du tout, on utilisait les mêmes mots, hein, mais avec un sens différent depuis le début. Alors là, on a un sentiment de trahison, hein, c'est un sentiment de déception sentimentale. C'est la même chose. On croyait qu'on était amoureux, en fait, et puis finalement, on est trahi. Et, alors ça, quand cette fracture, hein, quand ce phénomène arrive dans un groupe fusionnel, on passe de l'amour à la haine. Et ça se termine en suicide collectif, hein, ou en massacre, enfin en tuerie, quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, ce groupe fusionnel a réuni des gens qui étaient immatures, hein, sur le plan affectif, sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique. C'est-à-dire des gens qui sont effectivement comment dire, un peu, en phase de régression préoedipienne, c'est-à-dire qu'ils veulent rester dans une fusion émotionnelle avec maman. Le rôle du père, hein, fondamentalement en psychologie, c'est justement de détacher, hein, l'enfant de sa mère pour l'ouvrir au monde, et pour lui faire comprendre que non, tu vas pas rester dans le giron maternel, hein, dans les jupes de maman toute ta vie. À un moment, il va falloir que tu t'affrontes à une extériorité. Le père, en fait, doit inscrire dans le cerveau de l'enfant qu'il y a une extériorité à la cellule familiale, et en particulier au corps maternel. Cette extériorité, eh bien, est pleine d'antagonisme. Il va falloir gérer le stress de ces antagonismes, hein, de cette altérité profonde, hein, de cette étrangeté profonde du monde. Et ça, normalement, c'est le rôle du père. Alors, dans une société hystérique, hystérocrate, comme la nôtre, où le père, le père symbolique, le phallus symbolique, en fait, a été totalement anéanti, il ne faut pas s'étonner, hein, de rencontrer des gens qui sont effectivement en phase de régression préoedipienne, c'est la quête du groupe fusionnel. Et on en rencontre plein. En fait, des gens donc, qui ne supportent pas l'idée qu'un groupe, qu'une collectivité, hein, qu'une communauté humaine ne soit pas fondée sur de la sincérité, de l'authenticité, de la spontanéité. Oui, certes, il en faut, hein, évidemment, entre amis ou dans la famille, il vaut mieux qu'on puisse se faire confiance aveuglément, vous voyez. Mais dans une société, encore une fois, de masse, comme la société française, industrielle, tout ce qu'on veut, en fait, on ne peut plus accorder une confiance aveugle dans les gens que je croise dans la rue. Il va falloir être dans le calcul. Et c'est cette notion de calcul qui est au cœur du lien social politique. Politique. D'ailleurs, c'est une définition, hein, de ce qu'on appelle le politique. Hein, c'est le calcul permanent d'autrui. Hein, et le calcul de mon intérêt, comment je vais l'articuler à l'intérêt des autres. Et encore une fois, ce n'est pas un phénomène de corruption, ce que je dis là. Parce que très souvent, on rencontre encore des gens qui souffrent en réalité de vivre dans ce monde, hein, qui est plein de calculs, justement, hein, et peut-être trop. Mais bon, et qui aimeraient bien être un peu moins, justement, dans le calcul et un peu plus dans la fusion, hein, c'est-à-dire dans la confiance aveugle, et qui vont vous dire, oui, mais si c'est ça le monde moderne, à ce moment-là, j'en veux pas. Mais non, c'est pas ça le monde moderne, c'est le monde tout court. Ça a toujours été comme ça. La corruption est native de la condition humaine. Et quand je dis la corruption, c'est-à-dire en fait, en gros, tout ce qui est calcul stratégique, calcul d'intérêt, c'est-à-dire qu'il faut là, quelque part, se déconditionner, hein, d'un certain nombre de schémas culturels, hein, notamment monothéistes, hein, avec le jardin d'Éden, hein, c'est-à-dire le monde qui précède la corruption. En fait, la corruption est là depuis toujours.
Et en fait, enfin bon, enfin, vous avez tous lu la Bible, enfin la Genèse, quoi, en fait. Hein. C'est-à-dire que la Genèse, hein, c'est un mythe fondateur, enfin le mythe biblique fondateur. Donc il y a une période qui précède la corruption. Hein, c'est quand Adam et Ève sont à poil et que ça les dérange pas. Et puis ensuite il y a le serpent qui va promettre effectivement. C'est un peu le mythe prométhéen aussi en fait. Hein, on retrouve des archétypes. Hein, là, vous voyez Carl Gustav Jung. En fait, le serpent dans la Genèse biblique, c'est un peu le principe prométhéen, hein, c'est-à-dire le Dieu qui amène le feu aux hommes. Et qui leur permet de devenir des égaux, enfin d'avoir en tout cas de pouvoir croire, enfin prétendre en fait devenir les égaux des dieux. Hein. Donc, la connaissance, hein, c'est l'arbre de la connaissance, etc. Et Prométhée, alors dans la mythologie grecque, donc non monothéiste hein, par définition. Bon bah c'est en fait c'est sur le plan archétypal, c'est exactement la même structure en fait. Hein. Vous voyez aussi Gilbert Durand, si ça vous dit quelque chose, un anthropologue qui a travaillé sur ces grandes structures archétypales hein, de toutes les cultures en fait. Et on trouve ça un peu partout. Mais bref, ça c'est un aparté. Donc je parlais, oui, voilà, c'est que en fait, bon, voilà, c'est-à-dire qu'il y a dans certaines cultures, enfin même peut-être dans toutes les cultures, l'idée qu'il y aurait eu un âge d'or hein, précédant la corruption. Et que bon, ensuite il faut faire, on va faire avec la corruption, mais il serait légitime de rêver de reconstituer cet âge d'or précédant la corruption, c'est-à-dire ce groupe fusionnel. Bon, en réalité, il n'y a aucune légitimité à ça. En fait, c'est juste un mythe culturel, un mythe fondateur, en fait, hein, bon, mais fondamentalement, si on veut devenir des adultes un jour, vraiment, il faut abandonner ce rêve hein, que nous allons recréer hein, un monde où tout va bien, et où en fait, il n'y a plus de problème. Il y a des problèmes depuis l'origine de l'humanité, il y en aura toujours. Donc il y aura toujours des affrontements, il y aura toujours des antagonismes, il y aura toujours des tensions, il y aura toujours du stress, et il faut l'assumer. Là, je fais un aparté nietzschéen, en fait. Hein, bon, c'est le philosophe qui me parle le plus, en fait, hein, qui a proposé le concept d'éternel retour. Hein, c'est quoi l'éternel retour? C'est l'éternel retour du bien comme du mal. Et en fait, il n'y a pas à chercher autre chose au-delà de ça. Puisque, en fait, l'idée que on va en finir avec la corruption, ça veut dire, enfin, c'est synonyme d'en finir avec le mal, avec un grand M. Et ça correspond en fait à une matrice psychique d'origine culturelle, mais qui a en fait une extension, hein, comme je disais, c'est archétypal, c'est-à-dire qu'on trouve ça dans quasiment toutes les cultures. Mais ça ne veut pas dire que c'est réel, ça ne veut pas dire que c'est vrai. C'est juste, en fait, ça exprime un besoin psychologique. En fait, c'est un lot de compensation, en quelque sorte. Enfin, c'est le fait de se dire que, bon, à un jour, on en finira avec les souffrances, avec les problèmes, avec les tensions, avec les antagonismes, hein, avec les rapports de force. Eh ben non, on n'en finira jamais avec les rapports de force. Et ça, il va falloir le faire comprendre aussi hein, à tous les grands utopistes, hein, les Klaus Schwab et autres, comment dire... pacifistes en réalité, parce que les utopistes sont des pacifistes. Hein, le mondialisme est un projet d'en finir avec la diversité, avec la multiplicité, sous un gouvernement mondial qui permettra en fait hein, de gérer le monde de manière unifiée et centralisée hein, depuis un mur d'écran dans un bureau à Genève. Donc là on voit en fait aussi là, pour dire des grands profils psychologiques hein, et effectivement bon, les utopistes sont toujours des pacifistes qui rêvent d'unifier le monde. Eh bien non, ça n'arrivera jamais, le monde sera toujours éclaté. Hein, c'est Schwab qui disait là au dernier rassemblement du G20 notre problème c'est que le monde est fragmenté. Et bon, la guerre en Ukraine a rajouté une fragmentation, hein, évidemment. Enfin, c'est une source de tension, hein, une cause en fait de morcellement. Mais c'est très exactement ce que les mondialistes en fait ciblent. En fait, les mondialistes veulent en finir avec cette multitude, avec le concert des nations au pluriel. Enfin, en fait, les mondialistes veulent en finir avec le pluriel. En fait, enfin, ils veulent en finir avec le multiple.
Bon, c'est juste un songe creux, en fait, c'est infaisable. C'est parce que ça supposerait d'en finir avec le réel. Hein. Dans la définition lacanienne, hein, le réel, c'est quand on se cogne. Donc le réel, c'est quand, justement, on rencontre une altérité. Euh, et la politique, c'est ça. Ça consiste à gérer le réel, c'est-à-dire quand on se cogne. Et ça consiste en fait donc à savoir définir un discours, malgré tout, adapté à une extériorité et adapté à une diversité, adapté à une multitude. Hein, et le point de départ, c'est ça. Le point de départ de la politique, c'est l'antagonisme. Alors que le point de départ, non, qu'est-ce que j'ai dit? Le point de départ de la métapolitique, c'est l'unité militante, c'est le groupe fusionnel en quelque sorte. Alors que le point de départ de la politique, c'est exactement le contraire. Le point de départ du politicien, c'est qu'il est en territoire hostile. C'est ça le point de départ. Il faut toujours avoir ça en tête quand on voit, je sais pas qui, Marine Le Pen à la télé. Son point de départ, c'est qu'elle est en territoire hostile et qu'elle doit convaincre à peu près 45 millions d'individus en France, puisque c'est à peu près le corps électoral, je crois, est composé d'environ 45 millions de votants potentiels, quoi. Alors qu'effectivement, bon, la métapolitique, bon, à un moment, se pose la question du prosélytisme, hein, donc effectivement, de l'affrontement et une extériorité. Mais on est, comment dire ça, on ne part pas du territoire hostile. Enfin, le point de départ, en fait, c'est que nous allons diffuser notre vérité, mais dans une perspective, effectivement, qui, en fait, où le lien social est déjà préexistant. Le lien social n'est pas à construire. Donc vous voyez, en fait, c'est deux approches, deux attitudes. Enfin, je veux dire, quand vous êtes sur les marchés et que vous distribuez votre acte, vous ne savez pas à qui vous parlez. Donc bon, là, on va dire, effectivement, quelque part, c'est une situation commune à la politique et à la métapolitique. Hein, et puis, bon, il y a aussi une part de sincérité et d'authenticité quand on fait de la politique. Mais en fait, ce que je dois faire d'abord, quand je suis sur les marchés, que je distribue mes tracts du RN en période électorale, c'est que je dois d'abord m'adapter à la demande. C'est-à-dire, je ne dois pas... la différence est parfois extrêmement fine, hein, mais savoir jauger, en fait, à quel moment je peux dire ce que je pense et à quel moment je dois, en fait, m'adapter à ce que pense l'autre. Vous voyez ? Et c'est toute cette difficulté, là, cette dialectique, cette dialectique extrêmement fine entre, en fait, quand est-il productif ou contre-productif de dire ce qu'on pense? Et quand il vaut mieux ne pas dire ce que l'on pense et chercher en réalité à plaire à l'auditoire. C'est-à-dire qu'en fait, si je dis ce que je pense, je ne cherche pas forcément à vous plaire. Enfin, c'est une question de priorité. Mais dans certains cas, c'est contre-productif de dire ce que je pense sans chercher à vous plaire. Par contre, si je cherche d'abord à créer un consensus, c'est-à-dire en fait à élaborer un discours adapté à la majorité, eh bien, mon point de départ, c'est vous plaire. C'est pas dire ce que je pense. Vous voyez, et en fait, donc on retrouve, en fait, c'est un peu comme le yin et le yang, on retrouve finalement du métapolitique dans la politique, au niveau des attitudes, au niveau de la méthode de communication. On retrouve de l'un dans l'autre, toujours. Mais c'est une question de dosage. C'est-à-dire qu'en métapolitique, je m'autorise à dire ce que je pense avant d'essayer de vous plaire. En politique, c'est le contraire. Je dois vous plaire avant de dire ce que je pense. Vous voyez la différence ? En fait, tout est là. Hein. Et donc, la politique est un art de la séduction, fondamentalement. Alors que la métapolitique pose la question de la séduction dans un deuxième temps seulement. La métapolitique pose la question, finalement, oui, de l'authenticité d'abord, et ensuite de la séduction. Alors que la politique, c'est d'abord un art de la séduction, et ensuite, éventuellement, un art
enfin, comment dire ça, une technique, enfin, comment dire ça, un moyen de faire passer l'authenticité. Mais une fois que j'ai créé le consensus, puisqu'on est dans un rapport de force, et que, en fait, hein, si je n'ai pas la majorité avec moi, je ne pourrai pas être authentique. Vous voyez, c'est-à-dire que mon programme politique ne pourra pas être appliqué parce que je n'aurai pas gagné les élections, en l'occurrence, dans un système électoral, mais même dans un système non électoral, eh bien, tout simplement, je ne serai pas audible auprès de la majorité. Et je ne pourrai donc pas appliquer avec authenticité mon programme. Vous voyez, donc c'est une question de dosage, en fait, c'est-à-dire, je commence par quoi, hein? Je commence par dire ce que je pense, ou je commence par essayer de vous plaire? C'est-à-dire, en fait, d'avoir votre oreille. C'est ça, en fait, hein, et en fait, plus la société est une société de masse et éclatée, morcelée, fragmentée sur le plan, justement, on pourrait dire comment dire ça, des attentes, hein, eh bien, plus il est difficile de plaire. Parce qu'il va, dans une société complètement éclatée, complètement hétérogène, ce qui plaira à 5 millions de personnes ne plaira pas forcément aux 40 millions. Si on prend comme le corps électoral français de 45 millions de votants potentiels, si ce que je dis plaît à 20 millions, ça risque de ne pas plaire aux autres, enfin à 20 millions, aux autres 20 millions, etc., etc. Donc ça devient en fait un casse-tête chinois complet. En fait, ça devient quasiment impossible à réaliser. En fait, c'est vraiment des contorsions mentales et rhétoriques permanentes pour essayer de trouver un discours commun à 45 millions de personnes qui n'ont plus aucun rapport, finalement, sur le ethnico-culturel, donc qui, en fait, n'ont plus aucun rapport les unes avec les autres. En fait, c'est une espèce d'atomisation complète. Enfin, nous vivons en France une atomisation complète de la société. C'est un peu la guerre de tous contre tous, et nous n'en sommes qu'au début. Mais enfin bon, ça commence avec mai 68 et ça ne fait que s'amplifier. Hein. Ce phénomène, c'est ce que disait la morale en fait de Houellebecq là dans les particules élémentaires. Hein, les particules élémentaires, c'est quoi en fait? C'est une métaphore de l'individu postmoderne, post-68 art, quoi. Donc complètement éclaté, et il n'y a plus rien qui fait du lien, plus rien qui fait de l'unité. Donc réussir à tenir un discours qui fait de l'unité dans une société qui est animée par un mouvement d'entropie sociale structurelle depuis des décennies, c'est quasiment impossible. Enfin, c'est une performance. Enfin, c'est comment on dit. Enfin, c'est une espèce de tour de force, quoi, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, bon, il faut réussir à faire de la négantropie sociale dans un environnement qui, lui, est animé par un mouvement d'entropie sociale. Enfin, d'entropie sociale, EN, ENTROPIE, c'est un mouvement, en fait, d'éclatement. Et donc de désordre et de déstructuration. Il faut réussir par la parole, lutter, remonter le courant, comme les saumons qui remontent le courant de l'entropie sociale, au moyen en fait de stratégies rhétoriques qui vont réussir à faire de l'unité dans une société qui n'en a plus. Encore une fois, je précise, cette question-là se pose aussi dans les sociétés déjà unifiées. Puisque de toute façon, il y a toujours un risque, malgré tout, d'éclatement, y compris dans une tribu préhistorique de 30 personnes. Enfin, il y a toujours des contestations possibles, en fait, internes, en fait, des schismes, des tensions internes qui peuvent arriver. Bon, ça a donné l'idée à Gregory Bateson, un anthropologue qui a participé aux conférences Macy, où en fait, c'est un cycle de conférences qui s'est tenu aux États-Unis entre 1945 et 1955 à peu près, j'ai plus les dates exactes en tête, et en fait, qui a réuni des intellectuels qui se sont appropriés la cybernétique pour en faire une application sociale et politique. Donc on est passé de la cybernétique, c'est-à-dire le calcul mathématique de la balistique, parce que c'est ça le point de départ. Quand Norbert Wiener invente la cybernétique, c'est pour essayer de minimiser les effets de choc en retour, enfin les effets de recul balistique.
Donc ensuite, ça a été transposé. Enfin, il y a eu donc des conférences qui ont réuni des intellectuels dans un cadre interdisciplinaire qui venaient de divers horizons pour s'approprier cette méthode de calcul balistique et l'appliquer dans le domaine social et politique. Et Gregory Bateson faisait partie justement de ces intellectuels. Il a notamment produit un concept important justement en ingénierie sociale, c'est la schismogénèse. C'est-à-dire en fait les phénomènes naturels d'entropie sociale qu'on peut observer dans toutes les sociétés humaines. C'est-à-dire les phénomènes en fait centripètes qui aboutissent en fait à l'éclatement du groupe. Ils existent, l'état naturel. Mais une fois qu'on a repéré les causes de ces mécanismes d'entropie sociale, donc en fait ces mécanismes d'éclatement naturel de la société, ou des groupes humains, eh bien, en fait, une fois qu'on a repéré les causes, on peut les activer soi-même. Et là, on passe à l'ingénierie sociale, c'est-à-dire le travail intentionnel sur le lien social. Enfin, le travail méthodique, rationnel, scientifique sur le façonnage du lien social. Et donc le façonnage, éventuellement, schismogénétique, c'est-à-dire produisant des schismes, produisant des scissions, un peu comme les phénomènes de scissiparité là, des bactéries qui se divisent à l'infini. Et ça, alors le thème de l'opposition contrôlée, appliqué notamment dans l'opération de la bleuite, comme je disais tout à l'heure, c'est ça, ce fut une opération de schismogénèse. Et donc, en fait, alors après, il y a une autonomie de la contamination virale par cette paranoïa, mais elle peut être accélérée, elle peut être amplifiée volontairement et à volonté, quand on se rend le maître des mécanismes de cette contamination virale paranoïaque. Quand on les modélise, en fait, quand on les schématise, on peut s'en emparer, on peut devenir, on peut les mettre en conscience et les activer à volonté. Il me reste combien de temps? Ça fait combien de temps que je parle? En fait, peut-être. Je vais conclure. Ouais, voilà. Ouais. Je vais conclure alors. Oui. J'espère en fait, que j'ai fait passer le message. C'est-à-dire que en fait, la métapolitique, c'est-à-dire le militantisme, a sa légitimité, mais repose et fonctionne sur la base en fait de fondements psychologiques, émotionnels, mais aussi de fondements méthodologiques qui n'ont vraiment aucun rapport avec ceux de la politique. Enfin, quand je dis aucun rapport, si, comme je disais, c'est une question de dosage. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est productif en métapolitique peut être contre-productif en politique, et inversement. C'est-à-dire qu'en fait, si je passe mon temps à calculer mes effets de manche, en quelque sorte, sur autrui, au bout d'un moment, en métapolitique, dans un cadre militant, ça risque d'être perçu comme un comportement un peu artificiel, un comportement un peu pédant, peut-être. Vous voyez ? Donc en fait, le calcul stratégique de mes effets de communication sur autrui, en fait, c'est normal en politique, mais c'est pas forcément normal en métapolitique. Sauf là, en ce moment, quand je vous parle, là, je calcule à fond, évidemment. Enfin, chaque mot que je prononce est réfléchi, pesé, sous-pesé depuis des années. Mais là, c'est parce qu'on est dans un cadre, justement, on pourrait dire, de prestation, un cadre de rhétorique, en fait. Et puis, en plus, de toute façon, c'est quand même subordonné, en fait, à un effort c'est subordonné, en fait, à mon désir de transmettre une vérité et de dire ce que je pense. Donc là, je vous dis ce que je pense. Mais en revanche, effectivement, ce n'est pas forcément productif, ça peut être contre-productif sur un plateau de télé, avec en plus des journalistes qui essaient de vous faire tomber, qui essaient de vous pousser à la faute en permanence. Et là, en fait, il ne faut pas se contenter de dire ce qu'on pense. Il faut réussir, en fait, à éviter les pièges que nous tendent les journalistes. Donc en fait, il faut s'adresser à deux personnes, à deux cibles en même temps.
les journalistes, et puis les gens qui regardent la télé, là, les millions de Français moyens qui regardent la télé, et qui, eux, en fait, ont envie d'être rassurés. Parce que c'est ça aussi. Hein. En fait, si vous tenez un discours anxiogène, bon, c'est bon si vous avez les flics avec vous. Hein. C'est quand Emmanuel Macron nous dit nous sommes en guerre. Bon, c'est parce que les flics vont ensuite nous encercler et vont nous interdire de sortir pendant 2 mois. Donc si vous avez les moyens de cogner sur la population, de lui faire peur, etc., mais il faut les moyens concrets, vous pouvez tenir un discours anxiogène. En revanche, bon, si vous tenez... ensuite, ce qu'il faut, c'est impérativement, dans un deuxième temps, apporter la solution. Hein, vous créez le problème et vous apportez la solution. Donc en fait, si vous tenez un discours anxiogène, mais que vous n'apportez pas de solution, vous créez de la méfiance. Enfin, vous créez des tensions. Et là, donc en fait, vous ne faites qu'une partie du travail. Mais il faut impérativement gagner la confiance de votre cible. Ça, c'est vraiment, en fait, le principe de base de l'ingénierie sociale, c'est donc de savoir jouer sur donc 3 types de liens sociaux, c'est-à-dire 3 types de relations. Hein. C'est la confiance, la méfiance et l'indifférence. Donc, tout est là. Hein. Il faut se rendre maître de ces 3 types de relations et savoir, en fait, les faire monter et descendre à volonté. Comment ? Eh bien, donc en appliquant donc le fameux triangle de Karpman, d'après Stephen Karpman, qui a donc modélisé le système projectif du psychisme humain en 3 places. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le système projectif, c'est la manière dont je veux que les autres me voient et la manière dont je vois les autres. C'est-à-dire en fait les qualités dont je pars autrui et les qualités dont je voudrais que autrui me parle. Donc c'est entièrement fondé sur le narcissisme primaire. Hein. Et en fait, on essaye toujours... Enfin, en fait, les grandes structures... Après, on peut... donc c'est un jeu de rôle, en fait. Et il y a 40 000 rôles possibles. Mais, d'après Karpman, et je pense que on n'est pas loin de la vérité, on peut les réduire à 3 postures fondamentales, 3 archétypes. Hein, c'est la victime, le bourreau, le sauveur. En fait, tous les jeux de rôle, comment dire, des interactions sociales, humaines, finalement, peuvent se réduire à ces 3 archétypes. Et en fait, donc, en occupant la place du sauveur, enfin, de la victime ou du sauveur, eh bien, vous déclenchez, enfin, vous provoquez, enfin, vous suscitez de la confiance. Hein, en revanche, si vous occupez la place du bourreau, là, vous faites monter la méfiance. Ça peut être volontaire aussi. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, pour prendre le contrôle de ces relations de confiance, d'indifférence et de méfiance, en fait, il faut prendre le contrôle de cette structure d'interaction du triangle de Karpman. Et il faut jouer avec ça et éventuellement, parfois, faire monter la méfiance entre les gens, c'est-à-dire en fait mettre en place des conflits triangulés. Encore une fois, c'est l'épisode de la Bleuite en fait, qui nous offre une leçon à tirer au niveau historique. C'est-à-dire que les Français ont réussi à faire monter la méfiance entre les membres du FLN en les décrivant comme des bourreaux mutuels. C'est-à-dire, en fait, quand vous pensez que quelqu'un est un espion infiltré, c'est un bourreau, en fait, il occupe la place du bourreau, évidemment. Donc, si vous arrivez donc à faire, ou, je sais pas, comme les médias, par exemple, pour préparer la Première Guerre mondiale, les médias ont décrit les Français et les Allemands comme des bourreaux mutuels autour de la question de l'Alsace-Lorraine. Donc ça fait monter en fait la méfiance, ça a creusé un fossé de méfiance entre les Français et les Allemands qui était préparé en fait. L'opinion publique était préparée à l'affrontement, mais des années en avance. Donc ça c'est des exemples concrets. Et puis sinon en règle générale là voilà effectivement en métapolitique en fait on ne se pose pas ces questions-là. Finalement, puisqu'on n'essaie pas de plaire, du moins pas pour commencer. On essaye de dire ce qu'on a sur le cœur, en quelque sorte, ou le résultat de nos recherches. Et en revanche, en politique, il faut impérativement avoir ces notions présentes à l'esprit dès le début. Il faut se présenter comme le sauveur, en quelque sorte.
Et, et on coupera au montage. Non, il faudra mettre un trucage, je sais pas quoi, un fond vert. Donc, comment dire, quand vous êtes dans... Alors vous pouvez effectivement titiller autrui un peu en quelque sorte, c'est-à-dire mettre un peu d'huile sur le feu, etc. Et puis jouer un peu sur comment dire ça, sur un discours anxiogène, en fait. Mais si c'est trop, en fait, au bout d'un moment, en fait, de toute façon, vous basculez dans la méfiance. Alors en fait, moi j'ai inventé un outil d'ingénierie sociale. Donc je vais vous le montrer rapidement et puis bon après on fera la pause. J'ai appelé ça un tableau de relation tout simplement. Alors ça permet de travailler, enfin de commencer en fait à visualiser le lien social. C'est-à-dire que en fait bon le lien social bon c'est un terme un peu impalpable, un peu flou, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. En réalité ça peut être modélisé, donc schématisé et visualisé. Alors là de manière bidimensionnelle, puisque c'est un tableau sur une feuille. Donc en fait bon, j'ai une version informatique, mais bon là on n'avait pas le matériel, donc je vais vous montrer le papier. Et donc en fait ça consiste en fait à décrire, donc dans un cadre en fait dans un tableau, l'état actuel du lien social, ce qui permet de commencer à travailler dessus, pour le modifier, donc pour faire de l'ingénierie ensuite. Mais dans un premier temps, même dans l'ingénierie du bâtiment, il faut déjà faire un audit, faire un constat du bâtiment que vous voulez, par exemple, retravailler, dont vous voulez provoquer la démolition contrôlée. Bon, il faut déjà savoir où il faut placer les bâtons de dynamite. Si vous les placez au mauvais endroit, vous n'obtiendrez pas l'effet escompté. Donc il faut déjà faire la description la plus précise possible de l'état du lien social, pour ensuite travailler dessus éventuellement. Donc voilà, donc il y a en haut, dans les abscisses, en fait, donc c'est un tableau, abscisse et ordonnée, quoi, c'est une matrice en fait. Vous avez donc les trois types de relations là dont il faut prendre le contrôle. Donc confiance, méfiance, indifférence. Voilà. Vous pouvez mettre l'indifférence au milieu si vous voulez, puisque en fait entre la confiance et la méfiance, bon, on peut passer par l'indifférence. Alors un exemple en fait, parce que on peut penser que finalement l'indifférence c'est pas très important, mais en réalité l'indifférence c'est aussi un mode de communication. Parfois il faut simuler l'indifférence. Par exemple dans la séduction entre les hommes et les femmes, bon, parfois il faut simuler l'indifférence pour susciter le désir, pour aiguiser le désir de l'autre. Et puis par exemple aussi, alors c'est aussi une stratégie de communication, là pour le coup de propagande de guerre. Par exemple en fait, par exemple là sur la question de la guerre en Ukraine, en fait le pouvoir essaye donc de faire monter la confiance envers l'Ukraine et de faire monter la méfiance envers la Russie. Bon. Je pense qu'il serait contre-productif d'essayer de faire exactement le contraire. C'est-à-dire faire monter la méfiance vis-à-vis de la Russie, faire monter la confiance vis-à-vis de la Russie pour inverser les choses terme à terme, et faire monter la méfiance vis-à-vis de l'Ukraine. C'est une perte de temps, à mon avis. Non, ce qu'il faut, c'est en fait créer de l'indifférence vis-à-vis de ce conflit. C'est-à-dire qu'en fait, fondamentalement, et en plus là pour le coup, la politique rejoint la métapolitique, ce conflit ne nous concerne pas. Voilà, il faut vraiment mettre ça dans le crâne des gens. La France n'a aucun intérêt dans ce conflit. C'est pas notre problème. Il faut laisser les Russes et les Ukrainiens se démerder. Alors le problème, c'est qu'en réalité, c'est un conflit entre la Russie et l'OTAN. Donc on est de toute façon embarqués, malgré nous, comme on disait en 40, nous sommes embarqués malgré nous dans un conflit qui en fait nous encercle, littéralement, quoi. Donc, mais fondamentalement, en fait, pour le français moyen, etc., il faut vraiment cultiver l'indifférence par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Et il faut laisser la Russie faire le job et libérer l'Ukraine. Et c'est dans l'intérêt des Ukrainiens. Je veux dire, ce qui se passe depuis 2014, depuis que justement l'Ukraine a été en fait conquise, prise par l'OTAN, c'est une catastrophe. Lisez mon bouquin, vous allez voir, au niveau strictement économique,
Premièrement, c'est la démographie est en chute libre, et puis de toute façon, toutes les entreprises sont en train d'être rachetées à l'international. Enfin, depuis l'an dernier, tout le monde en parle en fait. Hein, le poids, enfin le rôle de BlackRock, etc. Voilà. Et puis bon, le père et le fils Biden, etc. Mais bon, enfin, en fait, tout ça s'est mis en place en 2014. Enfin, c'est la liquidation physique, hein, littéralement, enfin, de l'Ukraine a commencé en 2014. Donc c'est dans l'intérêt des Ukrainiens que la Russie libère l'Ukraine. Donc ça, bon, déjà, mais moi, je suis pas ukrainien. Donc en réalité, je m'en fous. C'est-à-dire qu'en fait, je m'intéresse à cette question parce qu'on m'oblige à prendre parti. C'est-à-dire qu'on me demande d'avoir confiance en Zelensky et de me méfier de Poutine. Alors qu'en réalité, je m'en fous, c'est pas mon problème. Et c'est comme ça depuis 2014. Depuis 2014, on me demande d'aimer, de soutenir l'Ukraine et de haïr la Russie. Donc là, on est vraiment dans la création de confiance, on est dans l'ingénierie sociale à l'état pur, là, en fait. Hein. Fabrication, création de confiance, création de méfiance. Et en fait, nous, en tant que militants, nous devons créer de l'indifférence. Hein, et ça évitera, en fait, à ce petit crétin de Jordan Bordella d'applaudir Zelensky au Parlement européen. Il est minoritaire dans son parti, hein, je peux vous l'assurer. Mais bon, c'est quand même plutôt inquiétant. Enfin, ça risque... J'espère bon, on mettra ça sur le compte de sa jeunesse. Hein, mais bon, moi, l'an dernier, j'ai voté pour l'autre, en fait. Hein. Donc, j'ai pas de comment dire ça, de regret. Bref, oui, voilà. Donc là, il y a les 3 types de relations dont il faut prendre le contrôle. Et puis ensuite, les cibles. Alors les cibles, ça peut être, par exemple, un leader politique, hein, par exemple Poutine, par exemple, hein, ou ça peut être une idée, hein, aussi, tout simplement, ou ça peut être, comment dire, en fait, un mème, hein, par exemple, la Covid-19. On ne sait pas exactement ce que c'est, en fait. Non, mais je veux dire, c'est un mème, en fait. C'est une unité d'information. Mais est-ce que ça existe vraiment? Enfin, quels sont les symptômes, en fait? Enfin, personne ne sait exactement, puisque ça peut être des symptômes grippaux, ça peut être des symptômes de pneumonie, ça peut être des symptômes de rhume, enfin, c'est protéiforme. Mais ça existe en tant que mème. Covid-19 existe, ça circule. En fait, c'est un virus, en réalité, essentiellement mémétique, justement, c'est un virus sémantique, en fait. Donc, en fait, les cibles, donc ça peut être Covid-19, ça peut être, voilà. C'est-à-dire, en fait, les cibles, c'est, en fait, la cible de l'affect. Hein, parce que confiance, méfiance, indifférence, c'est un affect. Bon. Et en fait, on nous demande d'éprouver de la confiance, par exemple, vis-à-vis de Macron. Là, si j'écris comme cible Macron, on me demande d'éprouver de la confiance. Alors ensuite, il y a, comment dire, trouvé en fait qu'il y avait en fait 5 injonctions principales qui nous sont demandées d'éprouver vis-à-vis des cibles. Hein, par rapport en fait à la confiance, la méfiance et l'indifférence. C'est-à-dire, en fait, ces 5 injonctions, c'est obligatoire, interdit, conseillé, déconseillé et autorisé. Et là, vous allez tout de suite comprendre l'usage possible de ce tableau. Si je mets cible, par exemple, Macron, la confiance est-elle obligatoire, interdite, conseillée, déconseillée ou autorisée? La confiance est obligatoire. C'est ce qu'on nous demande, en fait, hein, d'éprouver vis-à-vis du petit père des peuples. Enfin, bon, voilà. Si je mets Poutine, là, bon, la confiance est interdite. La méfiance est obligatoire. Et l'indifférence est interdite également. Donc, puisque l'indifférence est interdite, c'est précisément ça qu'il faut faire monter. Vous voyez ? Donc, en fait, voilà. Une fois, en fait, ce tableau, en fait, alors après, je peux, par exemple, on peut, les cibles donc peuvent être donc soit des leaders d'opinion, enfin des leaders politiques, etc. Ça peut être aussi, je sais pas, en fait, des organisations, par exemple l'OTAN. Hein, comment ? Des idéologies, voilà, c'est ça. Par exemple, ou des communautés humaines, enfin des groupes, par exemple. Là, si on peut jouer, en fait, on peut mettre, par exemple, je sais pas, judaïsme, christianisme, islam, franc-maçonnerie, LGBT, etc. Et à chaque fois, par exemple, si je mets LGBT, la confiance, bon, est obligatoire, la méfiance est interdite, et l'indifférence est interdite également. Hein, alors parfois, c'est contradictoire. Par exemple, vis-à-vis, par exemple, des musulmans. La confiance est obligatoire,
parce que sinon on est islamophobe, on est un salaud de facho. Mais la méfiance est quasiment conseillée aussi. Bah oui. Non mais, puisqu'il y a quand même les terroristes, hein, enfin voilà, les barbus, etc. Donc ça se tamponne, quoi. Enfin, c'est vraiment, il y a une contradiction, en fait, mais qui rend les gens dingues, en fait. Hein, y compris les musulmans, d'ailleurs, en fait. Et l'indifférence est interdite, enfin, ou du moins déconseillée. Enfin, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, bon, ça permet aussi de faire baisser le niveau, hein, du discours politique, en fait. Hein. C'est-à-dire, en gros, bon, le fait de s'impliquer, hein, dans des débats religieux, etc. Alors que, bon, enfin, franchement, bon, je crois que c'est toujours, en fait, enfin, des débats sans fin. En réalité, on n'en sort jamais. Et en fait, ça permet de radicaliser, hein, aussi les partis pris. Hein. Ça permet en fait, de cliver, hein, facilement. Donc et où par exemple, enfin voilà, bon, après, enfin voilà, enfin vous voyez le mécanisme, vous voyez le principe. Hein. Donc je pense que bon, c'est un outil en fait, hein, là pour le coup d'ingénierie sociale. Alors j'en suis l'inventeur en fait. Hein. Alors, il faut que je pose le brevet là parce que il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui va me piquer l'idée, qui va la faire fructifier économiquement. À la limite, faites-le. Allez, je m'en fous. C'est de l'amour. Hein,